il est écrit dans le Corpo Criminus que si tu laisses ton portable allumé et qu'il sonne en pleine vidéo, tu te prends 3 coups de Corpo Criminus tome 1. Et encore, c'est pas le tome 2. Oui, Donc, c'est trop long. Seconde vidéo sur le projet de droit applicable pour Candoria. Donc excusez-moi d'avoir laissé mon téléphone allumé, il était éteint maintenant, mais bon, c'était une mélodie de Yoshi, donc... sur cette seconde vidéo, j'aimerais attirer votre attention sur le fait que, on a parlé tout à l'heure que c'était un droit complet, mais que c'est avant tout un droit accessible. Et un droit qui est à la fois... En fait, c'est un habile jumelage entre le droit des joueurs et un droit complet, historique et fondamentalement lisible. Je pense qu'on peut... En gros, voilà, donc, et le projet sera celui-ci pour Candoria dans son ensemble. On va s'inspirer de ce que j'ai réussi à faire pour Vendavel. Et d'ailleurs, je remercie tous les participants qui, bon gré mal gré, parce que je reconnais que ça a été de âpres débats, mais j'ai trouvé ça sain, et maintenant c'est appliqué. Et donc voilà, c'est fait. Et on ne reviendra pas dessus. À Vendavel, il y a 4 textes fondamentaux. Et il y en a 2 en particulier qui vont nous intéresser, qui ont directement été écrits par les joueurs, par mon intermédiaire, mais il a été approuvé par les joueurs. C'est la charte et le codex. En gros, pour la faire simple, la charte c'est une sorte de constitution et le codex c'est un recueil de toutes les lois, des décrets de la régence. Voilà, ça c'est le droit des joueurs. Et ce droit prédomine, voilà, il est supérieur au droit historique qu'on propose. En gros, l'idée c'était que le roleplay juridique, c'est bien, mais si on doit tout écrire dans toutes les situations, c'est pas possible. Du coup, on est allé chercher dans 2 références historiques qui me paraissent intéressantes, et encore une fois complètes, hein, c'est la 3e fois que je dois le répéter dans cette vidéo, mais c'est le mot. Ce sont les Institutes de l'empereur Justinien au VIe siècle, Institutes de l'empereur Justinien au VIe siècle. Voilà, ça c'est le livre 1. Donc le gros avantage de ce bouquin-là, c'est qu'il reprend l'ensemble du droit civil selon l'Empire romain, voilà, les versions Byzance. Et d'ailleurs, je vais en lire un extrait déjà, pour vous montrer à quel point il a vocation à être étudiant. Titre premier de la justice et du droit du livre premier. Ainsi, après avoir donné une idée générale de ces principes, nous commencerons par expliquer le droit du peuple. Il paraît qu'il peut être interprété avec succès, si d'abord on en donne une idée simple et facile, pour ensuite l'expliquer d'une manière plus étendue et plus exacte. Car si, dans les commencements, nous surchargions l'esprit faible et léger des étudiants par une multitude et une variété de choses, il arriverait ou qu'ils quitteraient leurs études, ou qu'ils ne réussiraient à faire qu'à force de travail, et souvent même avec défiance, ce qu'ils auraient fait en moins de temps, sans grande peine et sans aucune défiance. 6e siècle, maître Graou. Ouais. Donc, le gros avantage de ce bouquin-là, c'est qu'il résume l'ensemble du droit civil et donc commercial, parce qu'à cette époque-là, c'était pas dissocié. Donc, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas nous intéresser. Puisque, encore une fois, on a le droit des joueurs qui supplante ce droit historique. Ainsi, à Candoria, l'esclavage est interdit. Et là-dedans, il y a un bon paquet de dispositions qui concernent l'esclavage. Le truc, c'est que comme c'est un scan, je ne peux pas le modifier directement comme j'ai pu le faire pour le Corpo Criminus, par exemple. On va y venir tout de suite. Donc maintenant, la vache de M. Seguin, elle pourra très bien hériter de plus de biens que l'esclave. Ouais, c'est possible, grâce au droit des joueurs. Bon, mais les esclaves sont interdits, on ne viendra pas là-dessus. Ouais. Donc c'est un droit qui est très étendu. Il est là c'était pour un droit historique pour une société. Donc ce qui nous intéresse, c'est aussi cet aspect culturel. Le droit d'un GN, c'est bien. Un petit peu d'histoire du droit, de voir comment ça marchait finalement dans une société médiévale, puisqu'on est après la chute de Rome, hein, sous Justinien. C'est intéressant. Moi je trouve que c'est enrichissant. On va dire applicable en limitant l'État, hein, parce qu'il n'y a pas grand chose qui est vraiment. Voilà, on a des dispositions. À côté de la plaque, quoi. On va pas vous parler du droit à l'image, par exemple. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. On a des dispositions qui, presque mot pour mot, sont reprises dans le code civil, mais version médiévale. Donc, en effet, il y a marqué tu ne tueras point, et ainsi de suite. Enfin, bon, le niveau du code pénal. C'est pas tout à fait comme ça, c'est pas écrit tu ne tueras pas dans le code pénal, mais c'est l'idée. Mais il y a marqué il ne faut pas tuer. Donc en tout cas, moi je trouve que c'est parfaitement applicable en GN. Et pour ce qui est du droit pénal, Corpo Criminus, maître Graou. Corpo Criminus, en fait son nom, c'est plutôt là qu'il faut.
Voilà. Le Corpus Criminus, en fait, son vrai nom, c'est la Caroline de Charles Quint, qui est au XVIe siècle. Il est un petit peu chapeauté, comme Napoléon avait chapeauté la rédaction du Code civil, du Code pénal, tout ça. Et donc, c'est un ensemble, c'est un édit qui régit l'ensemble, ça c'est très intéressant, du droit pénal, c'est-à-dire de la procédure, notamment de l'instruction, jusqu'au comment on fait dans le procès, le droit processuel proprement dit, et tout le droit de la peine, de son application, de la sanction, donc il est très intéressant. Et aussi de comment interroger les témoins et les différentes personnes fait. accusées ou non. Quoi. Voilà, évidemment, la question de la question. Oui, la question n'est pas exclue, on est au XVIe siècle, mais elle est fortement encadrée et il faut dire qu'elle n'est pas nécessaire. Elle est subsidiaire. La première chose qui nous intéresse, c'est la conviction. En gros, pour la faire plus simple, à partir du moment où vous avez assez d'indices pour pouvoir accuser une personne, c'est-à-dire où le rapport d'instruction confirme que les faits ont bien eu lieu, il n'y a pas besoin de passer à la question. La question n'est qu'en fait qu'un aveu. À l'époque, en gros, ça remplace la preuve scientifique. Voilà, Ouais. on n'a pas les moyens de la science à cette époque-là, donc on va chercher l'aveu. Mais si on n'a pas besoin, on ne va pas torturer les gens comme ça. Et si on torture, c'est les femmes et les enfants d'abord. Ça sera une illustration qu'on reprendra plus tard, mais en gros l'idée c'est pas tant qu'on torture les femmes et les enfants d'abord, c'est on menace la femme et les enfants d'abord de l'accuser pour le faire céder. Et ça reste au stade de la menace. En fait, c'est vraiment, la question est perçue là-dedans comme le dernier recours ultime, donc ce qui nous intéresse. C'est ça. Donc voilà, c'était une petite présentation globale de ces bouquins-là, donc vraiment l'aspect historique que je trouve être intéressant, et qui sont complets, et surtout cette hiérarchie qu'on va élaborer tout de suite dans la troisième vidéo, sur le droit des joueurs supplante ce droit historique. Mais du coup, nous, ça nous empêche, ça nous évite d'avoir à écrire un droit complet. C'est ça. La suite dans la troisième vidéo. Des stocks de coquillages. Pardon ? Il faut faire des stocks de coquillages. Pourquoi ? À cause de la crise financière. L'argent n'aura plus de valeur et on paiera en coquillages.